Parmi les questions que nous avons reçues, il y a celle du développement du pays. Avec vous, Ihirao Piton, vous êtes étudiante, vous avez 21 ans. Vous êtes étudiant. Yorana, président, Yorana, tout le monde. Maintenant que vous êtes au pouvoir et en prenant en compte le fait de travailler avec l'héritage des gouvernements précédents, quelle est votre vision concernant la mise en place d'un développement durable et intégrant complètement les langues et cultures polynésiennes, en garantissant bien sûr la croissance économique nécessaire au pays? Envisagez-vous le fait d'adopter un modèle autre que purement capitaliste, surtout face au défi insulaire unique et à cet objectif de préserver l'identité et les écosystèmes polynésiens? Alors d'abord, sur la première partie de ta question, je ne vais pas dire que les gouvernements qui nous ont précédés ne sont pas ma préoccupation de tous les jours, mais en fait, ce n'est pas ma préoccupation de tous les jours. On a un héritage, on s'en accommode, on essaye de faire au mieux avec. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui et pour le futur. Le modèle que tu décris, c'est le modèle que nous prônons depuis 40 ans au Taveuni Wiratira, et donc c'est le modèle que je porte moi au sein du gouvernement. On a des réalités économiques dont on ne peut pas s'affranchir. On a une distance des grands plateaux continentaux, on a des coûts d'approche qui sont les nôtres, on a un marché intérieur qui est très réduit, 285 000 habitants, on a des contraintes à l'export qui sont aussi les nôtres. Donc tout ça, il faut composer avec. On ne peut pas bâtir... On ne va pas demain vivre en autarcie. Si c'est une partie de ta question, je ne pense pas que ce soit le modèle adapté pour la Polynésie. La Polynésie, elle doit s'inscrire d'abord dans son bassin régional et elle doit aussi retrouver un équilibre de l'ensemble des archipels. L'épisode industriel lié à l'installation du CEP que nous avons connu pendant des décennies a provoqué un exode massif depuis les archipels vers Tahiti, qui regroupe aujourd'hui une trop grande partie de la population polynésienne. Donc il faut un développement qui permette aux Marquisiens de retourner aux Marquises, aux Pomotu de retourner aux Tuamotu, mais c'est une chose de le dire, il faut créer les conditions de ce développement et de ce rééquilibrage dans les archipels. Parce que si on continue de tout miser sur Tahiti, eh bien on continue également de concentrer les problèmes de circulation, de délinquance, etc., sur la seule île de Tahiti. Donc nous, la vision du développement que nous avons, c'est un développement équilibré, qui intègre notre culture. C'est par exemple un tourisme qui nous ressemble. On n'a pas envie demain d'être Dubaï ou quoi que ce soit d'approchant. On veut être la Polynésie, ce plus beau pays du monde, avec sa culture, avec son peuple, avec son histoire. Voilà, donc il faut aussi qu'on arrive à développer peut-être plus les circuits courts, parce que notamment donc, pour tout ce qui est produit du secteur primaire, je crois qu'on n'a pas fait mieux, également en termes sanitaires, en termes d'alimentation, que les circuits courts. Aujourd'hui, s'il faut encore manger des fraises et des pommes qui ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver sur notre table, on continue de marcher sur la tête. Donc, mais c'est une éducation à faire, parce qu'aujourd'hui, certains de nos enfants préfèrent manger des pommes que des mangues. C'est toute une éducation qui est à faire. On continue de parler économie avec une question de Fleur Garnier de Pirée, qui est attachée de direction. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. À l'instar de toutes les destinations touristiques, Monsieur le Président, notre tourisme est bousculé par la transformation digitale. Si cette nouvelle normalité de l'après-Covid oblige une approche à tâtons pour beaucoup, dans le même temps, elle semble offrir à votre gouvernement une opportunité authentique de campagne de reconquête, comme amorcer une véritable réflexion de fond sans précédent, faire émerger de nouveaux niches de marché, soutenir et permettre à tous une chance équitable de proposer leur secteur d'activité. J'entends par là les pensions de famille aujourd'hui, l'agriculture peut-être demain, en s'assurant que l'ensemble de nos îles et de notre espace maritime peut-être aussi, pour venir en secours à nos gens en mer tant qu'à faire,
soit accessible via une connexion Internet fiable et de qualité. La solution quasi immédiate existe, au risque de faire grincer quelques dents, mais un choix politique favorable pour les plus lésés doit prévaloir. Dans une bonne année, ce secteur économique majeur dégage des recettes de l'ordre de 60 milliards de francs pacifiques. Pour retrouver des couleurs et une fréquentation touristique saine, un certain nombre de chambres à Tahiti est indispensable, 500 voire 600 clés. Sauf erreur, la construction de structures hôtelières n'est pour l'instant pas à votre ordre du jour. Les enjeux d'un tourisme attractif sont considérables. Ce secteur est un véritable sacerdoce et exige une présence 24/7. Comme les ministères de l'Éducation et de la Jeunesse, le ministère du Tourisme gagnerait à être un ministère en soi. Ma question à 4 têtes, vous en conviendrez, vous est adressée et repose sur 3 des portefeuilles ministériels dont vous avez la charge, le tourisme bien sûr, l'économie numérique, mais aussi le développement des archipels. Monsieur le Président, quel est le rôle de votre gouvernement dans une industrie touristique moderne et en mutation? Sur quel marché de préférence se positionne-t-il et quel est le budget qui lui sera accordé? Et enfin, quelle est sa vision à court et à moyen terme? Je vous remercie. Alors, je crois qu'il nous faut une autre émission, rien que pour tes questions, mais qui sont très intéressantes. Ce matin, j'étais à la rentrée donc, des BTS et des formations complémentaires du lycée hôtelier, et on m'a posé, au travers de 10 questions, à peu près la question que tu viens de me poser. Le tourisme, c'est un secteur qui est transverse. Le tourisme ne peut pas bien fonctionner si les transports ne fonctionnent pas. Le tourisme ne peut pas bien fonctionner si les infrastructures médicales n'existent pas. Le tourisme ne peut pas fonctionner si les formations au tourisme et si tout ça n'existe pas. Donc le tourisme, ce n'est pas l'affaire que du ministre du tourisme. Ce serait une erreur fondamentale que de penser ça. Tu abordes le problème du numérique. C'est vrai qu'un des éléments aujourd'hui importants pour un touriste, qu'il soit à Rapa, à Raivava, à Hanatetena ou dans n'importe quel autre lieu de Polynésie, c'est de pouvoir prendre son smartphone, de faire un selfie et de faire un update de son statut Facebook ou Instagram. Ça suppose une connexion Internet. Pour un tourisme plus professionnel, c'est aussi important pour pouvoir rester en contact avec son entreprise et avec ses dossiers. Aujourd'hui, la couverture Internet dans notre pays est tout de même relativement bonne. Alors évidemment, on peut toujours trouver mieux, mais quand on rapporte ça au challenge que représente un pays grand comme l'Europe, avec des distances qui n'existent nulle part ailleurs, avec juste de l'eau entre les îles, il faut quand même tirer un grand coup de chapeau aux opérateurs qui sont là depuis le début. Ils ont fait des prouesses techniques dont on n'a même pas idée. C'est aussi un secteur, contrairement aux autres, où depuis 20 ans, les prix n'ont pas cessé de baisser. C'est quasiment le seul secteur où les prix ont baissé depuis 20 ans. Malgré ça, il nous faut rechercher une meilleure couverture globale en termes de télécommunications pour assurer d'abord aux Polynésiens, mais aussi aux touristes, donc de pouvoir être connectés un peu partout et pour pouvoir permettre aux professionnels d'apporter de nouveaux services. Je vais te donner un exemple. Il y a dans de nombreux pays ce qu'on appelle l'utilisation de la réalité augmentée. Quelqu'un qui visiterait des sites sur lesquels existait par exemple un marais auparavant, mais qui n'est plus là aujourd'hui, tout simplement en pointant la caméra de son smartphone, pourrait voir apparaître cette structure qui n'est plus là, mais qui a existé en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, avec tout un tas de commentaires. Ça participe à l'expérience touristique. Ça suppose des débits et une connectivité qui soit suffisante. La politique du gouvernement, les objectifs sont clairs, c'est d'arriver à 600 000 touristes
Pas demain, pas dans 5 ans, plutôt, on va dire, à l'horizon de 10 ans. Il faut rester réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de chambres pour accueillir 600 000 touristes, on n'a pas suffisamment d'avions pour les transporter, donc il faut développer tout ça de manière concertée, de manière cohérente. En même temps qu'on augmente le nombre de touristes, il faut également que l'agriculture, que la pêche se développe, parce qu'ils vont vouloir manger autre chose que des boîtes de conserve, j'espère, quand ils seront chez nous. Donc tout ça, ce n'est pas juste l'affaire du ministre du Tourisme, c'est l'affaire du gouvernement et c'est l'affaire de tous les Polynésiens, je dirais. Ce matin, au lycée hôtelier, les formations qui sont données sont très intéressantes, elles sont complètes. Elles doivent s'insérer dans, je dirais, un partenariat public-privé. Et c'est ce qui est fait au travers du campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, campus qui est aujourd'hui hébergé ici, parce que ça me semble logique, donc au ministère du Tourisme, qui est la présidence. C'est en ayant cette réflexion d'ensemble qu'on va arriver à cet objectif de 600 000 touristes. Et nous voulons également, nous pensons que pour arriver à cet objectif, nous avons besoin d'une infrastructure majeure qui est l'aéroport international des îles Marquises. C'est un sujet sur lequel je suis très satisfait de la visite du ministre Gérald Darmanin, puisqu'il l'a dit lui-même, je crois, lors de son passage dans les médias. Nous sommes tombés d'accord sur la mise en place de la première étude sérieuse sur la mise en place de cet aéroport international des Marquises, une étude qui sera menée conjointement entre l'État et le pays. C'est, de notre avis, en répartissons mieux le tourisme. Aujourd'hui, 72% de nos touristes vont vers Bora Bora. Le tourisme sur Tahiti est un tourisme de transit. En moyenne, il passe 2 jours sur Tahiti et le reste du temps, soit sur Moorea, soit sur Bora Bora. Il faut changer tout ça. Il faut que Tahiti devienne également une destination touristique en soi, que des gens puissent venir passer 10 jours sur Tahiti parce qu'il y a énormément de belles choses à voir sur Tahiti. Et il faut que chaque archipel puisse se développer, que les pensions de famille puissent se développer. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Voilà, je ne pense pas avoir répondu à ton énorme question, mais j'espère avoir donné quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Nous allons prendre la question de Manfred Raufau. Yorana, vous êtes auto-entrepreneur de Punaouia, vous êtes dans l'import-export. Alors, Yorana, Monsieur le Président, ma question est basée sur l'entrepreneuriat. Depuis le Covid, certains entrepreneurs ont tout perdu. D'autres ont contracté des prêts PGAE, prêts garantis par l'État, et d'autres ont abandonné en fait leur société. Ils ont tout perdu. Maintenant, sur la fiscalité en fait du pays, on est tous tombés dans un gouffre en fait financier. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, le territoire nous demande à payer en fait la fiscalité en fait durant cette période du Covid. Et jusqu'à aujourd'hui, certains ont eu des saisies sur leur compte et d'autres sont interdits bancaires. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis sur ces problématiques. Qu'avez-vous prévu en fait sur votre feuille de route pour venir en aide et soutenir ces entrepreneurs? Alors, on parle ici des auto-entrepreneurs, on parle de quel statut juridique? Parce que suivant le statut juridique, la saisissabilité des biens va varier. Suivant le statut juridique de ta société, les biens de la société sont dissociés de tes biens propres. Donc, auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, vous tombez immanquablement dans le registre de ce qu'on appelle les TPE. Vous êtes des très petites entreprises. Aujourd'hui, nous avons changé une partie de la fiscalité qui s'applique donc aux TPE. Hein, c'est déjà fait aujourd'hui. Donc, pour simplifier les démarches et pour permettre aux TPE de type 3 et 4, puisque vous savez qu'il y a 4 types de TPE, de pouvoir opter pour une exonération de TVA et un passage à la fiscalité forfaitaire ou pas. C'est un choix qu'on leur laisse. Ça n'existait pas précédemment. Donc ce type de mécanisme, ça va venir, je pense, aider les TPE. Ce qu'on a changé également, c'est le fléchage des dispositifs d'aide à l'emploi, ce qu'on appelait autrefois les CAE, hein, qui vont être rebaptisés. Mais vous savez qu'on a défini 4 secteurs prioritaires. Nous avons défini le tourisme, bien évidemment, le secteur primaire, le secteur des énergies renouvelables, et puis le dernier secteur, c'est celui du numérique et de l'audiovisuel.
Toute TPE qui s'inscrit dans un de ces 4 secteurs prioritaires sera fléchée en priorité pour pouvoir disposer de ces aides à l'emploi. Et je pense que ça aussi, c'est une façon d'aider finalement ces TPE à grandir. Maintenant, en même temps qu'on aide ces TPE à grandir, vous savez, on n'est pas totalement désintéressé. Ce qu'on veut, c'est créer de l'emploi, mais de l'emploi durable. Pas des emplois précaires, pas que les gens restent CAE 12 ans de leur vie. C'est pas ça le but. Ce qu'on veut, c'est créer un parcours d'intégration qui mène à des CDI. Parce que quand vous êtes CAE, vous n'avez pas de crédit bancaire. Quand vous êtes CAE, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas accéder à l'acquisition d'un véhicule, à l'acquisition d'un terrain, n'en parlons même pas. Donc il faut à minima disposer d'un CDI. Et également, les CDI, c'est pour les comptes sociaux, puisqu'on a supprimé la taxe sociale, c'est une question qui nous est posée souvent, comment vous allez compenser les 9 milliards ? Eh bien, compenser les 9 milliards, c'est multifactoriel. Il faut trouver peut-être d'autres ressources fiscales, c'est ce qu'on envisage avec une réforme de la CST, mais ça ne suffit pas et ce n'est pas la seule mesure qu'il faut envisager. Plus on aura d'employés, plus on aura de gens qui sont en CDI, et mieux les comptes sociaux se porteront puisqu'on aura plus de cotisants. C'est aussi un des buts, c'est aussi pourquoi on veut aider finalement l'employabilité et le taux d'insertion dans les TPE. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, pas tout à fait. En fait, je parle en fait de la fiscalité durant la période en fait du Covid. De la Covid, les contributions, ils font des saisies en fait sur les comptes en fait des jeunes entrepreneurs en fait qui ont tout perdu en fait par rapport au Covid. Et que voudrais-tu que le pays fasse ? Soutenir ces jeunes entrepreneurs pour pouvoir sortir la tête de l'eau par rapport à ces saisies-là qui sont faites par la fiscalité. D'accord. Ce sont des taxes que vous deviez au pays. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous demandez ce soir alors ? Si vous avez pensé en fait à venir en aide à ces jeunes entrepreneurs. Alors, moi, je ne vais pas te raconter de bêtises encore une fois. Le cas dont tu me parles, il faut d'abord qu'on étudie la volumétrie, combien de personnes sont concernées. Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre, moi, combien de personnes sont dans ton cas. Je ne sais pas si c'est ton cas ou celui de personnes que tu connais. Une fois qu'on a cette volumétrie, il faut qu'on étudie le processus légal, parce que quand il y a contentieux, il y a malheureusement un processus qu'on ne peut pas interrompre parfois. Alors si on intervient en début, on peut suspendre les choses. Si les choses sont déjà engagées, ce qui semble être le cas, c'est très difficile de mettre un stop à ça. Voilà. Merci. On continue de parler économie avec une question de Tatiana Buchin de FAA, qui est à la recherche d'un emploi. Yarana Pretiteni, te tomite, et Yaoe Radio Polynésiatai et te nuna. Alors j'avais 2 questions à poser, si vous pouvez me permettre. La première, c'est celle-ci. Quand est-ce que vous pourriez mettre en application la prescription des terres de 1842 en tahitien? Afia utou e haamana ai te tomite a whenua matahiti tauatini vauhanere maha ahuru mapeti. Ho e hanere vau ahuru matoru te ienei, c'est-à-dire de 1842 à 2023, cela fait 183 ans maintenant. C'est-à-dire, On a posé sa question ce soir. On a déjà abordé la question du foncier. Je crois qu'on était sur l'économie. Vous aviez plutôt une question sur la cherté de la vie. Parce que si on revient sur les thèmes d'avant, on ne va pas avancer et tout le monde ne pourra pas s'exprimer ce soir. Merci Tatiana. Entendu. Alors ma question, elle est simple. Est-ce que vous auriez des solutions pour parer à la cherté de la vie? Je m'explique. C'est-à-dire qu'un petit étourdi comme moi ou une personne qui recherche du travail paye le même prix du pain que celui qui gagne
plus qu'un smigard ou comme moi qui chercherait du travail. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors, rapidement sur ta question sur le foncier, il me semble que ces comités sont déjà reconnus, mais que la difficulté, c'est que les gens viennent avec les dossiers complets. Ça, mais bon, je ne vais pas m'étendre sur cette question-là. Sur ta question concernant le coût de la vie, il existe aujourd'hui des mécanismes qui viennent en aide aux populations, c'est les PGC, les PPN, donc qui viennent retirer les taxes qui augmentent les prix sur certains produits qui sont considérés de consommation courante. Le pain que tu cites en exemple est je crois peut-être un mauvais exemple, parce que si tu vas quasiment partout ailleurs dans le Pacifique, le prix du pain n'est pas celui qu'on a ici, puisque c'est une activité qui est subventionnée très largement par le pays. Le prix de la baguette aujourd'hui en Polynésie est bien moins cher qu'à Rotorua ou partout ailleurs, ou même en Nouvelle-Calédonie, où je crois que la baguette est à 142 francs de mémoire. Maintenant, le fond de ta question, comment aider notamment les personnes les plus démunies face à ce coût de la vie? Il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord cette carte Atupu que nous avons qui était un mécanisme qui existait mais qui était, je dirais, qui ne fonctionnait pas, que nous transformons, qui permettra aux bénéficiaires de la carte, donc c'est sous condition de ressources évidemment, c'est destiné aux personnes les plus démunies, donc de pouvoir bénéficier de tarifs encore réduits sur des produits bien ciblés dans des établissements qui participent donc au mécanisme lié à cette carte Atupu. Ça, c'est une première manière d'aider ces personnes les plus démunies. Plus généralement, parce qu'on fait tous nos courses, il faut essayer de faire en sorte que les prix baissent si possible, mais n'augmentent pas à tout le moins. Je crois que par rapport à ça, il n'y a pas 36 solutions. La solution la plus efficace, ça s'appelle la concurrence. Et donc il faut permettre plus de concurrence dans le secteur de la grande distribution pour s'assurer qu'il y ait un équilibre par l'activité économique. Je crois que les mêmes qui prônent une forme de libéralisme ne peuvent pas venir nous reprocher de vouloir développer la concurrence dans le secteur de la grande distribution. C'était aussi une promesse de campagne du Tavini, plus de justice sociale avec une réforme fiscale. Le fond de la question, c'est aussi les impôts directs et les impôts indirects, puisque finalement, à la caisse, tout le monde paye le même prix avec le millefeuille de taxes et avec des impôts directs qui ne prennent pas en compte le quotient familial. Bien sûr, mais vous le voyez bien, une taxe comme par exemple l'ancienne taxe sociale donc, qui va être supprimée, l'assiette de cette taxe, puisque tout le monde la paye, est très large. Donc mathématiquement, avec un tout petit taux sur cette taxe, ça ramène beaucoup d'argent, 9 milliards. Si on veut, quand on supprime une taxe qui a une très large assiette et qu'on la remplace par des taxes comme par exemple la modification de la CST sur les revenus supérieurs à 600 000 francs, on a beaucoup moins de personnes qui sont concernées, parce que tout le monde ne gagne pas 600 000 francs et plus en Polynésie. Mais on va dans le sens de plus d'équité sociale, on va dans le sens de plus de justice fiscale, puisqu'il est normal que ceux qui ont plus de moyens payent plus. On peut aussi, à l'autre bout du spectre, se dire qu'on bénéficie aujourd'hui d'un système de prestations qui pourrait être soumis à des conditions de ressources, qui pourrait être gradué en fonction des ressources de chacun. Aujourd'hui, qu'on gagne 1 million par mois ou qu'on soit au SMIG, les prestations familiales dont tu parlais tout à l'heure sont les mêmes. Demain, on pourrait envisager que ces prestations familiales soient plus élevées pour les gens les plus démunis et peut-être moins élevées pour ceux qui ont tout à fait les moyens d'élever leurs enfants, même sans prestations familiales. Oui, c'est exactement ça. Et si on peut trouver une solution pour pouvoir paraître à cela, quoi. Mais ce type de discussion, il faut qu'on les ait avec l'ensemble des partenaires sociaux. Okay. Ça va être l'objet de la réforme donc, des comptes sociaux et de la PSG, qui va être entamée donc, sur toute l'année 2024, puisque, comme on l'a déjà annoncé, la suppression de la taxe sociale, elle va être équilibrée par les réserves du pays jusqu'à la fin de cette année et pour toute l'année 2024. La question va se poser sur l'année 2025 et c'est pour ça qu'on veut mettre à profit l'année 2024 pour cette réforme des comptes sociaux, de la PSG et de la fiscalité en général.
Mana matamono atupa no te pia te vera te te wira ana tuturu te tia itara te atai te mai te wira o ia hui mana matamono e whaorihia te tu te totiare mana matamono atupa nahia o i te apapu te ipo e tupa i hoa te moni o te orara e hat whanor ai rawe hi te whatrira I te mahana matamono atupa e whaorihia te i tu te totiare i paruhia warawe ia te whenua tāna tuha wa horeo hia i roto i te tau maiti rā e whaore hia te i tute, te ienei te tape anei mātou, te parau i parau hia. Te ienei, ai tēnā wai te hupa e rawe hiara e te whenua, mai peo o nana tōna pai. Te ienei, ti tau hia te e mo tei e te rarhei e o nei te maa i tō tātou whenua, inha rātou te o whau nei te i tute te e mahana e whaore hia, anan hei, i a rawe o rātou, tā rātou tuha. Te ienei, i moe te iewira a te i mama, te tei rawe a, no te whaatopara a, te tarifa o te maa tātou e o nei te mo mahana tātai tei, o ia hei, ha maura a, te tei e tū mau pū, e hare mei o tātou nei, e o te i mau maa, e riro i a rātou i te tatau, i roto pui a rātou, e whaatopa te tarifa o te maa e hohia nei o tātou nei. Monsieur le Président, une question d'un internaute sous le pseudo Rhodes Dayang. Est-ce que l'instauration de l'impôt sur le revenu pourrait être instaurée, cela réduirait le fossé entre les bas et hauts salaires, ce qui aussi permettrait de revoir la fiscalité actuellement obsolète, pour celui qui le dit. Au final, cela permettrait de faire entrer plus d'argent dans les caisses du pays. Qu'en pensez-vous? Alors, l'impôt sur le revenu tel qu'il est pratiqué en métropole, à mon avis, je ne suis pas un super spécialiste de la fiscalité non plus, mais à mon avis, c'est inapplicable chez nous. Parce que c'est pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de remplir une fois dans leur vie une déclaration d'impôt, c'est pas simple comme truc. Et pour aller à Takoumé, qui est un exemple que je cite trop souvent, faire remplir aux gens une déclaration de revenus, ça va être sportif. Et finalement, le coût de la collecte de cet impôt risque d'être de le rendre assez peu productif. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est bien celle de plus d'impôts directs que d'impôts indirects. Aujourd'hui, nous payons une majorité d'impôts indirects et assez peu d'impôts directs. Quasiment le seul que nous payons de manière directe, c'est la CST. Donc, l'évolution fiscale qui est recherchée, elle va bien dans ce sens-là. Mais l'IRPP tel qu'il existe dans l'Hexagone, à mon avis, n'est pas transposable chez nous. Voilà, c'est la réponse que je peux apporter. Une dernière question sur ce thème de l'économie avec une question de Laure Cumin de Toahotu qui est architecte. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir tout le monde. Voilà, je me présente, je suis habitante de la Presqu'île depuis toujours, puisque quand je suis venue m'installer en Polynésie en 1995, j'ai tout de suite habité à la Presqu'île. Dernièrement, je me suis blessée, donc j'ai dû prendre les transports en commun. Et j'ai pu constater qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution en 30 ans, puisque pour faire Papeete Taravao, c'est pratiquement 2 heures minimum. Donc je partage un petit peu le quotidien. Bon, étant dans le bâtiment, il y a beaucoup de gens qui prennent le bus tous les jours et qui partent à 3h30 du matin pour arriver à 6h sur les chantiers. Et donc je me suis mis à leur place et je me suis dit, il y a beaucoup de travail à faire. Bon, je sais que vous y avez beaucoup... Cette semaine, ça a été un sujet qui a été déjà bien abordé dans le journal de lundi et hier soir par vous-même. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur les transports en commun en Polynésie et ça rejoint aussi le secteur du tourisme. Parce que la plupart du temps, les touristes qui viennent en Polynésie ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'horaire. Je sais qu'il y a une application qui a été faite dernièrement, mais elle n'est pas très, très fiable. Donc voilà, ma question portait sur qu'est-ce qu'on pourrait... envisager pour améliorer les transports en commun en Polynésie, en particulier entre la Presqu'île et Papeete. Merci. D'accord. Alors, votre question, en fait, elle comporte 2 volets. Parce que pourquoi avez-vous eu besoin de prendre le bus pour vous rendre à Papeete? Parce que vous vous êtes blessé et que vous aviez besoin de venir vous faire soigner. Eh bien, une première réponse, ce serait que vous puissiez vous faire soigner plus près de chez vous. Oui. Donc,
la réponse à la question sur les transports en commun ne relève pas uniquement des transports en commun. Elle relève finalement de la localisation des activités et des structures et des infrastructures publiques qui existent aujourd'hui, avec cette concentration absolue sur le nord de l'île et sur le Grand Papeete. Nous avons aujourd'hui déjà donc, à l'étude des projets d'installation de grandes structures médicales dans le sud de l'île, ce qui répond en partie au cas de figure que vous venez de citer, puisque vous auriez pu ne pas avoir besoin de venir sur Papeete pour vous soigner. Ça, c'est une première partie de la réponse, mais elle ne s'applique pas que à la santé, qu'aux besoins médicaux. Parce que plus on va créer d'activités, plus on va mettre de services, plus on va mettre d'infrastructures dans le sud, en créant ce deuxième pôle dont on parle depuis beaucoup trop longtemps, eh bien moins les gens auront besoin de se déplacer du sud de l'île vers le nord de l'île. C'est 55 000 personnes qui habitent dans ces communes donc, du sud de Tahiti. Il est grand temps aujourd'hui qu'elles puissent finalement travailler là où elles vivent. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Sur l'aspect transport en commun en lui-même, il y a aujourd'hui une délégation de services publics qui a été mise en place avec une durée encore de quelques années. On se pose dès aujourd'hui la question de l'évolution de ce système de transport en commun, parce que, vous l'avez dit vous-même, le point central, enfin il y a deux éléments. Il y a la fiabilité de ce système, qui aujourd'hui n'est pas tout à fait éprouvé, et puis il y a son adaptation aux besoins des populations. Moi, j'ai rencontré une maman qui travaille au Radisson, qui m'explique qu'à 5 minutes près, si elle rate son bus, eh bien, il n'y a plus de bus avant, enfin, le prochain bus, il est 1h15 après, et elle ne peut pas arriver à l'heure à son boulot. Ça, c'est, je pense, le lot commun de beaucoup de gens. Donc, il faut réformer ce système de transport en commun. L'idéal, bien entendu, on le sait tous, c'est ce qu'on appelle le TCSP, le transport en commun en site propre. C'est un transport en commun qui n'est pas soumis aux aléas de la circulation des véhicules individuels. Maintenant, un TCSP, ça ne va pas se mettre en place d'ici demain. Il y a des contraintes physiques. On ne peut pas mettre un tramway sur la voie centrale partout de manière facile. Les résistances au sol sont différentes. L'espace dont on dispose est différent. Aujourd'hui, les solutions qui ont été étudiées, elles vont de Paea jusqu'au bas du Tara. Voilà. Déjà, si on avait un TCSP sur ce tronçon-là, ce serait pas mal. Il y a d'autres systèmes qui sont envisagés. Vous avez la société de gage qui a ce projet de navette maritime avec le Sud. Là, c'est une autre question qui se pose, c'est la question de l'équation économique avec le prix du gazole qui est utilisé pour ces bateaux. Donc, les solutions, elles existent, elles sont connues, mais elles ne vont pas se mettre en place d'ici demain. Pour nous, enfin, en tout cas pour moi, une des solutions les plus rapides consiste à créer de l'activité dans le Sud et dans les autres archipels. Parce qu'encore une fois, moins on aura de personnes sur Tahiti, moins on aura ces problèmes-là. Oui, c'est vrai. Les administrations, enfin, la presqu'île a beaucoup évolué. On n'a pratiquement plus besoin de venir sur Papeete puisqu'on a pratiquement toutes les administrations qui se sont installées à la presqu'île. Mais bon, par exemple, moi je suis aussi maman de 2 adolescents. Le week-end, il n'y a pas du tout de transport. Le dernier bus, il est à 13h. Hein. Le samedi à 13h, à partir du samedi 13h, il n'y a plus du tout de transport en commun. Il n'y en a pas le samedi après-midi, il n'y en a pas le dimanche. Donc on a créé un système de covoiturage entre parents de la presqu'île, mais bon, bah, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas du tout de bus le dimanche, quand même. Enfin... Ouais.